La tenue de ces Jeux, comme beaucoup d'autres auparavant, soulève un certain nombre d'enjeux éthiques et économiques. On sait que les opinions publiques japonaises et internationales ont été secouées par un certain nombre de scandales récents au sein du comité organisateur. Il y a des craintes liées à la question sanitaire, à la situation sanitaire aussi bien pour le public que pour les athlètes, qui remettent en question même l'idée de les organiser. On a beaucoup de questionnements par rapport à la participation des athlètes russes ou encore sur les enjeux économiques qui entourent le potentiel déroulement de compétitions sans public. Alors, toutes ces questions-là sont présentes pour les Jeux de Tokyo, puis vous aurez compris qu'en filigrane, il y a derrière ça les Jeux d'hiver de Pékin qui se profilent sur fond de contestation internationale liée à la crise dans le Xinjiang avec les Ouïghours. En filigrane, derrière ça, la candidature du Qatar pour les Jeux d'été de 2032 qui provoque des controverses. Donc, on est au cœur de cette question de l'apolitisme des Jeux olympiques que défend farouchement le Comité international olympique. On va bien entendu parler de ça. Et donc, on va regarder ces questions-là avec 4 conférenciers. Je ne devrais pas vous les présenter parce qu'ils sont tous connus et reconnus, mais je vais le faire quand même. Jean-Luc Brassard, que tout le monde connaît, que l'on entend régulièrement à Dessine-moi un dimanche et sur bien des tribunes, qui a fait ses débuts olympiques en 1992, qui a participé à 4 Jeux olympiques et a gagné l'or olympique à Lillehammer en 1995 à l'épreuve de bosse. Je m'en souviens, j'étais en Europe en ce moment-là, porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture de Nagano en 1998, où il a obtenu la 4e place. Il a été chef de mission adjoint de l'équipe olympique canadienne à Sochi. Beaucoup de choses à nous raconter sur Sochi. Si vous avez des questions plus tard, vous allez pouvoir les poser. Et il a été nommé en 2014 chef de mission du Canada à Rio en 2016. Les coulisses des Jeux olympiques, comme athlète et comme chroniqueur, il les connaît très bien. Donc, ça va être super intéressant. Merci d'être là, Jean-Luc. Mickaël Guerrier, que vous connaissez, vous l'avez entendu le matin à Radio-Canada, dans l'équipe de Masbourion et depuis peu à chef d'antenne, à nouveau animateur et chroniqueur. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui parle franc, qui parle vrai. Vous allez voir sur les Jeux olympiques aussi, c'est extraordinaire. Il s'est joint en 2020 à l'équipe de RDS comme chroniqueur sport et société au 5 à 7. Il est analyste et chroniqueur au basketball de la NBA. Et puis, durant son passage à Radio-Canada, il a couvert ses premiers Jeux olympiques à Pyeongchang en 2018. Donc là aussi, les coulisses d'un côté et de l'autre, on va les voir. Donc, ce sont deux insiders, en quelque sorte, des Jeux olympiques que l'on va pouvoir avoir ici. Puis, on a 2 analystes. C'est l'avantage d'être au cœur de l'Observatoire de géopolitique, c'est qu'on conjugue pratique et théorie. Bien, je ne dis pas, messieurs, que vous ne faites pas de sport, bien entendu, mais vous l'analysez très bien. Jean Lévesque est professeur au département d'histoire de l'UQAM. Parmi ses champs d'expertise, le sport international et l'histoire de la Russie. Et la question russe, on le sait, c'est une question centrale quand on parle de sport de haut niveau. Il a publié d'ailleurs sur la Coupe du Monde 2018 une analyse géopolitique intéressante dans les grands dossiers du magazine Diplomatie. Et puis, il écrit sur les dimensions du hockey professionnel. Il prépare une étude super intéressante sur les Jeux de Sochi. Tout finit toujours par tourner autour de la Russie. Et il coécrit avec le conférencier suivant un livre sur la géopolitique des JO d'hiver, un des rares, sinon le seul livre sur la vraie géopolitique des JO d'hiver, ce qui me permet de vous présenter Yann Roche. Yann Roche est professeur au département de géographie de l'UQAM. Il est surtout l'extraordinaire président de l'Observatoire de géopolitique. Il analyse la géopolitique du sport et l'Asie du Sud-Est et évidemment les relations Asie du Sud-Est-Chine. Et c'est probablement sur cet ensemble que vous l'avez déjà entendu dans les médias où il fait beaucoup d'interventions sur la géopolitique du sport. Il a écrit d'ailleurs un chapitre sur les Jeux olympiques à la Coupe du monde de football, le mirage du sport apolitique. On revient toujours à cette idée force de cette table ronde. Et donc coécrit lui aussi avec Jean Lévesque ce livre sur la géopolitique des JO qui devrait paraître à temps avant les Jeux olympiques d'hiver. Mettez ça dans vos notes pour le salon du livre virtuel de Montréal. Messieurs, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir à bord. Peut-être que je commencerai par une phrase ou une idée très générale. Est-ce que le sport peut faire abstraction des réalités qui l'entourent? C'est très large, mais au fond, peut-être que, Jean-Luc, je commencerai par toi, parce que tu as signé une lettre dans le cadre des JO de Pékin, tu prends position régulièrement. Est-ce que l'idée de neutralité existe dans le monde olympique?
L'idée de neutralité, c'est la belle idée, c'est l'idée qui est véhiculée, c'est l'idée qu'on veut rêver des Jeux olympiques, mais je pense que ça fait déjà assez longtemps que l'idée n'existe plus. En fait, l'épreuve olympique n'est pas apolitique, c'est une épreuve politique depuis longtemps. On veut tous, chaque pays veut gagner un maximum de médailles pour sa gloire personnelle, pour montrer aux autres qu'on est le plus fort. En fait, la compétition olympique internationale, c'est un peu comme une guerre sans armes. C'est de montrer aux voisins qui est le plus fort et puis qui domine le plus de sport possible. Puis ironiquement, il y a toujours la course aux médailles, le plus de médailles d'or ou le plus de médailles au total. Ça dépend des pays, ça dépend de l'angle qu'on veut avoir. Mais il ne faut pas nier qu'on s'attarde très peu aux médailles des autres pays, à part de savoir que les États-Unis, la Russie ou la Chine dominent le classement. On se satisfait de ce qui fait notre affaire. Les Scandinaves vont être contents de gagner de ce qu'ils font. Pour eux, c'est la suprématie mondiale. Les Autrichiens, ça va être le ski alpin, puis après ça, il n'y a rien qui existe. Nous, c'est le hockey. Vancouver n'aurait pas été complet en 2010 sans la médaille d'or au hockey. Sans le hockey, ça aurait été des beaux jeux, mais il aurait manqué quelque chose. Alors, ainsi de suite. Les Américains, le basket est très important, les épreuves d'athlétisme aussi, de natation. Alors, ça dépend vraiment de tout et chacun. Pour ce qui est de prendre position, bien, il y a très peu d'athlètes ou d'ex-athlètes qui prennent position dans le cas des Jeux olympiques. Les athlètes, peut-être que c'est compréhensible jusqu'à un certain point, c'est que leur destinée dépend du comité olympique. Alors, si on s'oppose à la main qui nous nourrit, supposément, c'est la mauvaise expression dans ce cas-ci, parce que les Olympiques ne nourrissent pas les athlètes. C'est les athlètes qui nourrissent la bête. S'il n'y a pas d'athlètes au jeu, il n'y a pas de jeu, tout simplement. Sauf qu'on a toujours la perception que si on parle contre les Jeux olympiques, à ce moment-là, on va se faire mettre dans un coin, peinturer dans un coin, puis ça va être impossible de s'en sortir. Mais je reviendrai plus tard sur d'autres sujets. Meeker, est-ce qu'un chroniqueur peut mener une analyse neutre des Jeux olympiques? Est-ce que lorsque tu commentes, tu as le sentiment que justement tu peux avoir une analyse qui est uniquement sportive, ou est-ce qu'au contraire, la politique est toujours présente dans cette analyse? Bien, personnellement, non. Pour moi, la politique, c'est pour ça que j'ai proposé à RDS une chronique sport et société, parce que pour moi, le sport est influencé par la société et l'inverse est aussi vrai. Le sport va influencer certainement par des messages l'environnement social dans lequel il évolue, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment dissocier les deux. Puis comme Jean-Luc l'a dit un peu plus tôt, le sport, c'est en fait, le sport a été inventé ou presque pour remplacer la guerre. C'est une manière de s'affronter. On représente notre ville, on représente notre province, on représente notre pays à travers un événement sportif et on se bat contre l'adversaire. Ce n'est pas pour rien que tout le vocabulaire, le lexique qu'on utilise pour le sport, c'est un lexique guerrier. Tu sais, on parle d'affrontement, entre autres, de victoire évidemment et de défaite, mais il y a une expression d'un grand commentateur anglophone, l'agonie de la défaite dans le sport, c'est un peu ça aussi. Puis les Olympiques, on va exacerber encore plus ces compétitions internationales ou entre pays. Et on se sert évidemment du côté de chaque pays des Jeux pour affirmer sa supériorité, pour montrer qu'on est les meilleurs, pour montrer qu'on est les plus beaux, les plus fins, mais surtout les plus forts. Donc, à partir de là, on ne peut pas vraiment en faire abstraction, surtout lorsqu'il y a des rivalités. On remarquera que dans les Jeux, la plupart du temps, les rivalités sont géographiques. Naturellement, il y a une rivalité entre le Canada et les États-Unis, mais il y a aussi une rivalité entre les pays scandinaves. On parle de Jeux d'hiver. C'est sûr que les pays scandinaves veulent battre les voisins dans les sports nordiques auxquels ils participent. Donc, je ne pense pas qu'on peut analyser les Jeux seulement d'un point de vue sportif. On peut le faire, mais comme on m'a déjà dit, le sport, c'est plus que du 2-1. Le score, c'est intéressant, mais je pense que tout ce qu'il y a d'intéressant dans le sport, c'est les histoires du sport en tant que tel. Et on va en parler un peu plus tard. Aux Olympiques, en plus, on va parler de politique. Donc, il y a non seulement l'aspect social, l'aspect sportif, l'aspect, culturel, mais l'aspect politique prend également beaucoup de place avant, pendant et après les Jeux également. Donc, ça devient un milieu fascinant, puis il faut faire attention de ne pas devenir cynique quand on s'attarde aux Jeux olympiques. Oui, c'est vrai. On va revenir tantôt sur les coulisses des Jeux olympiques. Mais peut-être, Jean, puisqu'on parle justement de la place des grandes puissances, quelle est la place de la politique dans le sport en Russie?
Est-ce que c'est aussi déterminant qu'il paraît vu de l'extérieur? J'allais dire, bon, c'est un pays super intéressant à analyser sous cet angle-là, parce qu'à la base, je n'étais pas un historien du sport, j'étais un historien du stalinisme, et finalement, le sport m'a tiré vers surtout ce qu'on pourrait appeler la résurgence poutinienne des années 2000. Mais disons que, bon, enfant, j'ai été fasciné par la grosse machine rouge et j'ai été ébloui par Tretiak quand j'étais gardien de but Pee-Wee, c'était mon modèle. Et même, il y a une équipe Pee-Wee de ma ville de naissance, Rimouski, qui s'appelait le Spartak de Rimouski, pour vous donner une idée. Donc, quoi qu'il en soit, donc, il y a eu un déclin dans les années. Disons qu'en 92, l'équipe unifiée s'en est assez bien tirée. Ils ont hérité du reste du système sportif soviétique. Et il y a eu un assez fort déclin dans les années 90. Il y a eu une privatisation, le sous-financement. Je suis déjà allé au siège du comité russe des sports et il y avait des ventes d'alcool et de cigarettes duty-free. Donc, je me disais, c'était un peu pas tellement dans l'esprit du sport. Et Poutine, qui est, selon moi, un artisan de la synthèse, c'est-à-dire la synthèse entre le capitalisme et les éléments qui marchaient le mieux, selon lui, dans le système soviétique, a ramené cette espèce de fierté soviétique dans le sport. Il y a eu 2 tentatives pour les Jeux de Sochi. Sochi montre un peu en 2014 le paroxysme On a dit que c'était les Jeux les plus politisés de l'histoire. Est-ce que, bon, ça se discute, on pourra le garder pour... mais disons qu'il a mis le paquet, 55 milliards, c'est le prix que ça a coûté. Et il y a eu une politisation même des athlètes. Je vais nommer Alexander Karelin, qui est un ancien champion de lutte olympique et qui est devenu député de la Russie unie, qui est donc le parti présidentiel en Russie. Elena Yesimbaeva, qui intervient souvent pour défendre la position russe, qui est la championne du monde de saut à la perche. Ovechkin, souvent fait des commentaires. J'ai parlé du cas Panarin récemment dans des médias où c'est un des rares cas d'athlète qui a contesté ouvertement le régime. Mais quoi qu'il en soit, ils ont mis le paquet. Je pense que ça correspond au paroxysme, disons, de l'implication politique dans le sport en Russie. Il y a eu la Coupe du monde en 2018 j'avais même prédit moi-même à un média, je ne me souviens même plus lequel, qu'il y aurait des risques assez importants de débordement des hooligans comme il y avait eu à l'Euro en France. Et finalement, tout s'est bien passé, comme les Jeux de Sochi, finalement. Là, aujourd'hui, le bannissement ralentit un peu et je pense qu'ils sont déjà... je ne veux pas faire de la prospective, mais le régime continue d'appuyer le sport, mais je pense que le paroxysme est un peu passé et là, il retourne plutôt au lieu du soft power, il retourne vers le hard power, je pense. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens, je pense. Alors, voilà, mais c'est un cas de synthèse, je vais dire, entre la grande époque des régimes d'Europe de l'Est. La RDA est un cas, évidemment, classique. Poutine a trouvé le moyen de faire la synthèse. C'est un des pays où les médailles valent le plus en termes d'appui de l'État, mais aussi il y a les sponsors. Pour vous donner une idée, dans le scandale du dopage, il y avait une coureuse de marathon qui avait révélé avoir payé 450 000 € à un fonctionnaire du comité antidopage russe, mais un fonctionnaire très haut placé, pour couvrir ses tests positifs. Donc, avant que ce soit un dopage d'État, c'était un racket. Mais il fallait, pour qu'elle paie 450 000 € en pot de vin, il fallait qu'elle en fasse de l'argent. Donc, voilà. Mais on est un peu à la synthèse de l'ultracapitalisme débridé et des éléments, disons, très rigides du système soviétique. Voilà. Avant de venir à Yann, peut-être je voudrais revenir sur Jean-Luc et la valeur des médailles. Justement, cet argent qui est associé à ce côté capitaliste, et particulièrement lorsqu'on parle du sport canadien, les incidences que ça peut avoir. Les médailles, c'est le nerf de la guerre pour de nombreux pays. Nous, au Canada, on a décidé que c'était aussi notre manière de financer le sport. Donc, si, disons, par hasard, le ski de fond ou par exemple, le ski de fond a une médaille d'or, bien, les budgets augmentent. S'il y a des 4e positions, bien, les budgets sont coupés. Alors, c'est la manière qu'on a décidé que le sport était financé au Canada. Si votre fédération sportive n'est pas une fédération qui est représentée aux Jeux olympiques, autrement dit, vous existez à peine. Alors, vous ne bénéficiez pas de fonds.
Le comité olympique octroie également des fonds à ces comités nationaux qui, par la suite, eux, le divisent en différents programmes. Le comité olympique canadien siège aussi sur l'organisme À nous le podium, qui, lui, distribue l'argent vis-à-vis des médailles. Donc, ça a d'immenses répercussions. Le gouvernement, ben, même si des fois, ça fait un peu bric-à-brac, les instances gouvernementales n'osent pas trop s'immiscer dans ce procédé-là parce que les Olympiques, c'est payant politiquement parlant. Après les Jeux de Vancouver, on était tous très Canadiens. Il n'y a rien qui unit plus qu'un pays qu'une médaille olympique. On ne dit pas les Canucks ont gagné puis on s'en fout. On dit on a gagné une médaille olympique, peu importe le sport. Donc, la valeur d'une médaille olympique est très forte au niveau politique également. Alors, on hésite beaucoup à aller toucher cet ordre de financement des Jeux. Pour la médaille, pour l'argent comme tel aux athlètes, ben c'est 20 000, 15 000, 10 000 pour les premières, deuxième, troisième positions. Mais entre-temps, un athlète canadien en temps normal va faire un peu plus que l'aide sociale. Ça, c'est son salaire à partir des différents brevets qu'il va recevoir du gouvernement fédéral. Donc, après ça, ben, c'est d'aller chercher. Donc, il y a vraiment un prix à payer pour représenter son pays. C'est un prix de... C'est une longue traversée du désert et dire qu'on le fait pour l'honneur, peut-être, mais l'honneur peut être très peu payant pour certains athlètes. Les grands athlètes très connus qui bénéficient d'organisations de presse, qui les mettent en valeur, vont très bien s'en sortir monétairement parlant. Encore plus s'ils ont une médaille au cou en bout de ligne. Mais pour les autres qui finissent 4e et 10e, même si ça reste des performances extraordinaires, ça va rester une fin de carrière vraiment dans l'anonymat la plupart du temps. Oui, et puis quelle est la valeur d'une 4e place lorsque l'on est peut-être derrière 3 personnes dont on peut présumer, dans certains cas, qu'il y a eu dopage. Et dans ce cas-là, ça soulève aussi d'autres questions sur le mérite réel de certaines de fédérations qui vont choisir peut-être de ne pas aller du côté du dopage, non? Oui, malheureusement, ce qui arrive, c'est le cas le plus flagrant, c'est celui d'Alex Harvey au 50 km à Pyeongchang, qui a terminé 4e après, bon, les 2 Russes qui étaient avant, il y en a un qui c'était à son 2e 50 km à vie. Pour faire un paradoxe au niveau sportif, là, un athlète qui arrive 2e à son 2e 50 km à vie, c'est à peu près l'équivalent de vous et moi embarquer dans une navette spatiale demain matin en ayant payé 100$ puis en allant camper sur Mars puis revenir. Là. C'est à peu près la même faisabilité. Alors, c'est plus que louche. Sauf que, heureusement pour ces athlètes, les Jeux arrivent aux 4 ans. Et souvent, le budget des diffuseurs va être pour les Olympiques aux 4 ans. Entre 4 ans, il n'y aura pas grand-chose à part du sport professionnel. Alors, on tombe un peu dans l'oubli, puis on ne veut pas le savoir finalement, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on s'offusque un peu le temps de 2-3 éditoriaux, puis après ça, on tombe dans l'oubli. Mais pour la Fédération de ski de fond, c'est la moitié du budget qui est coupé par Sport Canada parce qu'il y a eu une 4e position au lieu d'une médaille. Et bien là, on perd des entraîneurs, on perd énormément de connaissances, on perd des gens qui appliquent la cire sur les skis, ce qui est le nerf de la guerre, entre autres en ski de fond. Et alors, on perd vraiment une expertise qu'on peut difficilement rebâtir en 4 ans. Donc, de penser qu'en punissant les athlètes et être de retour dans 4 ans, ça va fonctionner, encore là, c'est un peu fort. Oui, en effet. Et en rebondissant peut-être sur cette idée de la valeur de la médaille et de la valeur politique des Jeux. Yann, est-ce qu'on parle beaucoup des Jeux de Beijing, on parle beaucoup de cet investissement que peuvent faire des grandes puissances comme la Chine. Quel est l'intérêt pour la Chine de contribuer, de participer à ces Jeux olympiques? Puis, est-ce qu'à l'inverse, est-ce que cette vitrine peut amener certains pays à vouloir peut-être s'insérer mieux ou différemment dans le concert des nations? Donc, est-ce que c'est une vitrine qui peut contribuer à une certaine évolution ou est-ce qu'au contraire, les Jeux olympiques sont un vecteur que va mobiliser une grande puissance pour pouvoir être plus puissante encore? J'aurais tendance à dire que c'est pas mal plus la deuxième solution. Ce qui se passe, c'est qu'on a parlé beaucoup du rôle de la Chine et de son impact par rapport de l'impact de l'aspect politique à la fois dans sa présentation des Jeux de Beijing en 2008 et également donc de ceux de Beijing en 2022. L'idée est de faire la promotion du régime. Ça ne s'est pas amélioré depuis 2008. On pensait d'ailleurs, il y avait déjà eu des contestations en 2008, on pensait qu'il pouvait y avoir nécessité de mettre un peu le holà au développement un peu politique du message chinois.
l'idée avait été de dire, ah ben non, ça va leur donner l'occasion d'évoluer, de se démocratiser un petit peu. Et on a pu voir qu'au contraire, ça a été très, très loin de ça qui s'est passé. Et souvent, on fait le parallèle. Ça peut sembler un petit peu insultant, mais il faut faire très attention quand on fait ces parallèles-là. Mais avec la récupération politique de Berlin en 1936, c'est la manière dont Hitler s'était servi de ces jeux-là pour faire la promotion de son régime. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, beaucoup de gens ont mentionné le fait que on refait un petit peu l'histoire, on se demande si, au cas où il y aurait eu un boycott qui avait été évoqué à l'époque, un boycott des Jeux de Berlin, on n'aurait pas évité à Hitler de bénéficier de cette vitrine. Et peut-être donc à ce moment-là, essayer d'éviter l'erreur de ne pas avoir puni Hitler en 1936 en le faisant, en punissant peut-être éventuellement la Chine en 2022. Mais on aurait tendance à penser peut-être de manière un peu fausse que c'est uniquement les régimes autoritaires qui font de la récupération. Tout à l'heure, Jean a mentionné la Russie. Rappelez-vous qu'il y a des fois simplement, même nous, on a tendance, les pays officiellement démocratiques, qu'on récupère certains événements sportifs, notamment dans les Jeux qui ont une vitrine extrêmement importante, mondiale, et de plus en plus importante. Par exemple, on en parle souvent de la manière dont le fameux match de hockey à Lake Placid entre les Russes, les Soviétiques de l'époque et les Américains, cette victoire américaine a été récupérée, réutilisée politiquement à un moment où on était au bord d'une crise politique très importante. Donc, oui, il y a de la récupération. Quant à être un facteur de changement, pas vraiment. Commercialement aussi, on a récupéré la victoire à Lake Placid avec des films. Disney en a fait des films. On a fait beaucoup d'argent avec ça. Moi, il y a plusieurs points dans ce dont on vient de parler que je trouve intéressant. Mais avant, M. Roche, je voulais savoir, votre background, c'est supposé représenter quoi? Je ne suis pas certain où est-ce qu'on se retrouve. Est-ce qu'on se retrouve au Japon avec des bonsaïs? En tout cas, ça, c'est une autre question. Mais non, mais il faut y répondre, tu as raison. Non, mais moi, c'est le genre de questions auxquelles je m'attarde quand on fait des conférences par Zoom comme ça. Mais un peu plus sérieusement, on parlait de récupération, puis de récupération en Asie. Moi, je disais à la blague que lorsque la Chine a eu les Jeux en 2008, j'étais quand même beaucoup plus jeune. Je disais, je me mets à apprendre le chinois tout de suite parce qu'après 2008, la Chine va s'ouvrir au monde. La Chine va commencer tranquillement à étendre un peu son influence un peu partout sur la planète. On l'a un peu vu, peut-être pas de manière aussi caricaturale que je le dis, mais quand on regarde toute l'influence que la Chine a sur des pays africains, par exemple, comment on a étendu un peu notre influence politique et on s'est mêlé un peu plus aux pays démocratiques. L'erreur, ça a été pour les pays démocratiques d'ouvrir les portes à la Chine sans demander de l'autre côté qu'on rééquilibre un peu les forces entre le peuple et le gouvernement, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on a un peu signé un pacte avec une dictature. C'est un peu ça. Puis l'autre chose aussi que je trouve intéressante par rapport à la récupération politique des Jeux, si on regarde ici, même chez nous, puis on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'anciens athlètes aussi qui s'en vont en politique, qui deviennent influents politiquement également et bénéficient de cette notoriété également qu'ils ont acquis pendant les Jeux pour avoir une place dans l'espace public et qui va les aider à réussir sur la scène politique. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement les pays, disons, un peu plus autocratiques qui bénéficient de ce rayonnement-là. Individuellement, ici aussi, on en profite. Après, est-ce que les répercussions ou la suite des choses est différente selon un pays ou selon l'autre? Bien, certainement, je pense qu'on a des exemples assez probants, là. C'est une super bonne question. Quel est le coût du rêve olympique? Parce qu'au fond, on voit vraiment cette grande entreprise aller s'installer, les pays demander à genoux de pouvoir héberger ces Jeux olympiques. On connaît les coûts ici à Montréal de ce que ça a pu représenter. Et pourtant, on a toujours autant de pays qui sont désireux de le faire. Le CIO arrive, tient ces Jeux olympiques, redisparaît avec les bénéfices. Est-ce qu'il y a vraiment, peut-être Yann, je t'ai vu réagir, est-ce qu'il y a quelque chose justement lié à ce coût ou à ce bénéfice des Jeux olympiques? Oui, justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait depuis un certain temps une tendance à l'inflation de plus en plus galopante à chaque organisation des Jeux. On évoque des chiffres de 15 milliards pour Tokyo, qui seraient ceux qui seraient les plus... Tokyo serait les Jeux les plus chers de l'histoire. Et encore, selon une étude d'Oxford,
ce seraient des coûts qui seraient sous-estimés. Et en plus, dans tous les chiffres officiels que l'on voit, dans la plupart des cas, on a tendance à aussi éviter d'évoquer tous les coûts de sécurité qui sont ajoutés depuis un certain nombre de décennies aux frais des Jeux olympiques. Donc, ça coûte de plus en plus cher et contrairement à ce que tu mentionnais, Elisabeth, il y a de moins en moins de candidats qui sont intéressés parce que ça coûte de plus en plus cher. Et nous, on sait au Canada, quand on nous a demandé, pour les Jeux de 2026, on a demandé aux gens de Calgary s'ils étaient intéressés à poser leur candidature pour les Jeux, les gens de Calgary ont dit non. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pratiquement plus personne, il n'y avait plus que 2 villes qui étaient candidates pour 2026. Le CIO commençait à s'inquiéter. Alors, ils ont mis sur pied des mesures pour essayer de diminuer les coûts de mise en candidature. Beijing, ça a coûté 35 millions de dollars rien que pour poser la candidature. Et là, ils sont tout fiers d'avoir mis sur pied des mesures pour diminuer les coûts et dire que ça a coûté juste 6 millions pour Milan et Cortina d'Ampezzo en 2026. Mais effectivement, ça commençait à devenir un peu inquiétant. Je vais laisser la parole aux autres par rapport à ça, mais ça coûte extrêmement cher et de plus en plus cher. Et beaucoup de gens se demandent, notamment quand on demande aux populations, quand on fait des référendums, dans la plupart des cas, les référendums, c'est non. Ça l'affecte. Oui, vas-y, Jean-Luc. Ça l'affecte énormément, à mon avis, ça l'affecte la marque de commerce. Évidemment, c'est le logo le plus connu au monde, peut-être avec Coca-Cola, les fameux 5 anneaux olympiques. Tout le monde en rêve. Mais comme tu l'as bien mentionné, Elisabeth, le Comité olympique international a la fâcheuse habitude de partir avec les profits et de laisser les déficits. Et dans l'historique, depuis Mexico, en 68, il n'y a aucune Olympiade qui a fait du profit. Et c'est une des raisons pour laquelle, en 1984, il n'y avait plus aucune ville qui se portait candidate. Alors, le CIO se retrouvait en 1984 avec aucune ville. Et c'est les Américains qui ont flairé la bonne affaire avec Los Angeles, qui bénéficiait déjà des infrastructures avec UCLA, les grandes universités, et qui ont posé une condition, c'est de ne pas suivre le livre des règlements du Comité olympique quant à une candidature. Et ils l'ont fait selon leur barème marketing. Et pour la première fois, donc, ils ont fait un profit de 325 millions, quelque chose comme ça, ce qui a ironiquement donné un élan aux autres villes par la suite qui se sont dit, nous aussi, on va y arriver. Mais ça ne s'est jamais plus reproduit. Ils ont suivi le protocole, les autres villes, puis après ça, bien, on voit où on en est. Et depuis 2004, chaque candidature des Jeux d'été, je n'oserais pas avancer des Jeux d'hiver, mais chaque candidature des Jeux d'été a coûté, au bon mot, 3 fois les prix de base. Et une des ironies, entre autres, on parlait de la sécurité. Tenir des Jeux, c'est 1 milliard au minimum. Là, pour le Canada, en sécurité, c'est 1 milliard pour 2 semaines de Jeux. Mais 1 milliard de dollars, après ça, lorsqu'on dit on va faire la promotion de la jeunesse, vous savez, les grandes phrases qu'on dit, là, ça va faire bouger les jeunes, tout ça. Mais avec 1 milliard de dollars, on pourrait construire, ça c'est juste en argent qu'on va donner aux policiers. Là. Tant mieux pour eux autres, là, sont super, on va avoir des beaux chalets. Mais avec 1 milliard de dollars, on pourrait construire 100 édifices de type Claude Robillard partout au pays. Et chacun de ces édifices va bénéficier à peut-être 10 000 personnes dans un environnement immédiat. Donc, si on voulait vraiment faire la promotion du sport pour nos citoyens, bien, à ce moment-là, on le mettrait directement là-dessus. On prend souvent le grand détour de dire, entre autres, on avait essayé ce mouvement-là encore à Calgary, on va bénéficier d'une candidature pour rénover nos infrastructures. Mais c'est un grand détour pour rénover les infrastructures. Le Longue Piste avait besoin d'une mise à jour de 15-20 millions. Mais pourquoi faire un détour de plusieurs milliards pour une mise à jour de quelques millions? Et si on prend, disons, le centre Étienne Desmarteaux à Montréal, bien, il y a déjà 10 000 citoyens peut-être qui l'utilisent et qui le financent à même leurs taxes. Pourquoi soudainement, pour 300 athlètes de lutte qui l'utiliseraient advenant une candidature olympique, là, soudainement, là, tout est beau, on a des milliards à mettre pour rénover le centre Étienne Desmarteaux. Alors, c'est vraiment un discours là, qu'on utilise à bon escient. Puis l'ironie, avec une image marketing comme celui des Jeux olympiques, quand c'est rendu qu'il faut vendre les Jeux olympiques en parlant du fait qu'on va créer des logements sociaux, mais c'est un peu comme si le Canadien de Montréal vendrait ses billets de hockey en disant que les hot dogs sont bons à l'entraque. Alors, il y a quelque chose qui manque dans cette manière de... On présente les meilleurs athlètes, le meilleur show au monde, puis pourtant, les gens n'y adhèrent plus à coup de référendum en Europe. Et on peut le sentir avec une certaine dichotomie. Là, les gens ne s'entendent pas à l'intérieur de ce comité-là, qui est très opaque, que personne ne sait ce qui se passe parce qu'il n'est pas sous l'égide d'aucun règlement. Il s'auto-réglemente lui-même. Mais visiblement, on tire la couverte parce que l'agenda 2020, qui est de réduire les coûts, bien, ça fait des années qu'on en parle de ça, puis on n'a pas encore réussi à le mettre en place. C'est une entreprise qui s'auto-dirige, hein, ça fait qu'on a du travail.
Ouais. Et justement, puis si on suit l'odeur de l'argent, est-ce que le CIO est un État dans le concert des nations tellement indépendant qu'il fait justement ses propres normes indépendamment de l'échiquier multilatéral? Jean, Yann, est-ce que c'est quelque chose que... Moi, je vois tout dans une très longue perspective, donc c'est assez récent. Je veux dire, jusqu'aux années Samaranch, en fait, le CIO vivotait. Le CIO était un refuge d'aristocrates qui payaient leurs propres frais de voyage parce que le comité n'avait pas les fonds nécessaires pour payer. En plus, c'était un boys club parce que je pense que la première femme qui est entrée au CIO, c'était en 88. Mais quoi qu'il en soit, c'est Samaranch qui a ouvert les droits de télé, qui a ouvert les professionnels progressivement, discipline par discipline, fédération par fédération, et c'est devenu cette multinationale. En plus, le programme de sponsoring sous des années Samaranch avec le Top 10, un groupe de commanditaires, Coca-Cola, Kodak, qui ont presque l'exclusivité. C'est devenu, je veux dire, une arène pour des combats de chiens. Je veux dire, tout le monde, excusez la métaphore, mais c'est devenu... c'est ouvrir la porte à des excès et à une surmarketisation des Jeux olympiques, alors que c'était un truc j'allais dire, c'était une entreprise de vrais croyants ou de gens qui... Et les Jeux vivotaient. Je veux dire, il y a eu un référendum en 1976 pour les Jeux d'hiver à Denver que la population a gagné et ça a forcé le CIO à déplacer les Jeux à Innsbruck. Et c'était une coalition d'environnementalistes et ce qu'on pourrait appeler la droite fiscalement responsable. Donc, ils voulaient éviter ce qui est arrivé chez nous après, donc Montréal et le syndrome qui s'en suivit. Donc, mais maintenant, il n'y a plus de limites. C'est ce qui me fait un peu peur. Et je vais revenir sur ce que Yann et Jean-Luc et Mika disaient. Aussitôt qu'on laisse maintenant une tendance qui est assez lourde depuis, je dirais, 3 ou 4 jeux, c'est que si on laisse la population s'exprimer, elle va dire non, en général. Donc, ça favorise injustement les régimes autoritaires qui, eux, n'ont pas besoin de ces référendums-là. La métaphore que Jean-Luc se servait pour les infrastructures, le regretté Boris Nemtsov, qui avait écrit des rapports assez affligeants sur l'organisation des Jeux de Sochi, avait calculé quelque part que si on dotait chaque grande ville de Russie une trentaine d'une nouvelle aréna, un anneau de glace et une piste de ski de fond, ça serait encore moins cher que les 55 milliards de la facture de Sochi. Alors, je pense que ça, là-dessus, quand on parlera du dopage, je suis un peu plus optimiste sur la marketisation, sur le caractère commercial. On a ouvert une boîte de Pandore. Et voilà, c'est mon petit boniment là-dessus. Yann, je pense que tu avais quelque chose à ajouter. Oui, d'abord, j'ai oublié de répondre à Mikkel tout à l'heure. Derrière moi, c'est mon jardin japonais et donc c'est tout à fait de circonstance pour les Jeux de Tokyo. Plus sérieusement, par rapport à quand tu disais l'État dans l'État, Elisabeth, c'est assez intéressant quand on regarde un peu l'histoire des Jeux, notamment des Jeux de l'Antiquité sur lesquels le CIO s'appuie beaucoup pour faire un peu la promotion, sa marque. Il y a l'idée de la trêve olympique qui était une trêve qui, à l'époque donc de l'Antiquité, était respectée relativement, pas toujours autant qu'on l'a dit, mais dans le monde notamment grec. Et ce qui est assez intéressant, c'est que à partir des années 1990, le CIO a essayé de mettre aussi de l'avant l'idée d'une trêve olympique, de la remettre au goût du jour en lien avec l'ONU. Et ça n'a jamais vraiment marché. Ils ont essayé un petit peu autour des événements de Bosnie en 1992, mais ça n'a jamais eu le moindre impact réel quant à une trêve olympique. C'est une vue de l'esprit qui est uniquement promue par le CIO, mais l'ONU a essayé de s'aligner derrière, et donc à ce niveau-là, le CIO se retrouvait au moins sur ce dossier-là au niveau de l'ONU, pour dire à quel point c'était devenu une puissance internationale.
On me rappelle de dire à l'audience qu'il est possible de poser leurs questions avec la boîte qui est sous l'écran. Donc, on passera aux questions dans un petit moment si vous le voulez bien, mais n'hésitez pas à rentrer vos questions dans cette petite boîte. On a parlé du CIO, on a parlé de la puissance du CIO. Moi, j'aimerais un peu savoir peut-être les uns et les autres, les jeux de coulisses qui se déroulent pendant les Jeux olympiques. Et Jean-Luc, on s'était parlé de ce qui se passait dans l'attente des personnes les plus importantes et des discussions qui étaient très loin du sport. Alors, est-ce qu'il y a deux mondes aux Jeux olympiques? Le monde des athlètes, le monde que l'on voit, et celui en coulisses qui n'a pas grand-chose à voir avec le sport? Le standing olympique, c'est un standing qui est important pour de nombreuses personnes. Il y a certains présidents de pays peut-être plus douteux quant à leur gestion démocratique de leurs affaires. Faire partie de la famille olympique, c'est aussi important qu'être président. Alors, après ça, aller au jeu avec sa suite, aller se montrer le visage avec toutes les grands de ce monde, c'est comme une invitation au G7. Donc, les fameuses tentes VIP qu'on appelle là-bas la famille olympique, les gens qui sont là regardent le sport comme moi, je regarde les Schtroumpfs avec mon gars à la télévision. C'est pas vraiment mon intérêt tant que ça. Alors, c'est plus de faire des discussions de coulisses, évidemment. C'est un peu ça qui se produit. Donc, il y a deux mondes. Puis, il ne faut pas penser que tous les pays, le Comité olympique international, en voulant être international, doit accepter toutes les manières de fonctionner de tous les pays. Il y a des pays pour qui recevoir une enveloppe pour prendre une décision, c'est tout à fait normal, comme vous et moi, de sortir de l'argent au dépanneur pour acheter quelque chose. Donc, ça ne doit certainement pas être facile à gérer à l'interne. Et certains membres de ces pays, ça ne peut pas toujours être les membres, on va dire, par exemple, du G20 qui prennent les décisions sur les villes choisies pour les Jeux. Il faut que ce soit des gens de d'autres pays. On l'a vu, entre autres, à Salt Lake City. On l'a vu, on pensait que c'était fini, le scandale de Salt Lake City, d'acheter ou de donner des scholarships aux membres votants. Dernièrement, Robert Frozy, chez Radio-Canada, nous apprenait que chaque membre votant a un salaire quand même de 250 000 pour se promener d'une place à l'autre. Alors, c'est quand même, c'est le fun d'être un membre votant. Mais en plus, si on peut aller chercher un scholarship pour ses enfants en cours de route, c'est encore mieux. C'est ce qui s'est passé à Salt Lake. On pensait que c'était fini tout ça. Après, ça a fait taper ses doigts. Mais non, on apprend qu'à Rio, ça a été ça aussi. J'étais présent, on s'est fait livrer des belles histoires, comment on a obtenu tous les Jeux en Amérique du Sud. On se rend compte finalement qu'il y avait eu tractation en dessous, encore une fois, en dessous de la table. Et c'est comme ça qu'on se disait, mais c'est fini cette période-là, mais non, ça existe toujours. Et c'est assez spécial. Puis même une fois sur place, à Sochi, Alexandre Bilodeau, notre médaillé olympique, me racontait dernièrement que c'est pas toujours rose, là. À Sochi, il y a eu de nombreuses plaintes de la part de nombreux pays qui se sont dit, ça va faire les tests antidopage inopinés à 5 minutes des entraînements importants en vue d'une finale. Parce que ça retarde. Les athlètes ne peuvent pas dire « je ne fais pas le test ». Ça se passait toujours 5 minutes avant les entraînements importants, puis ce n'était jamais les Russes. Et ensuite, il y a eu un autre épisode d'empoisonnement alimentaire mystérieux qui arrivait auprès des favoris de différentes épreuves. Alexandre Bilodeau, avant de descendre et de gagner à Sochi, avait un sac d'eau bouillante sur le ventre pour faire passer des crampes d'estomac qui n'avaient absolument rien à voir avec le stress. C'est apparu immédiatement après son souper au village olympique où il avait été ciblé. Puis par la suite, on voulait le faire tomber avant d'aller de l'avant. Donc, c'est loin d'être apolitique. On veut gagner à tout prix, puis on est souvent prêt à prendre tous les moyens pour le faire pour certaines personnes. Je n'oserais pas dire certains pays, c'est certains décideurs qui décident de faire ça. On parlait un petit peu plus tôt, Elisabeth, de est-ce que le CIO est un gouvernement à part? Mais je pense qu'avec toutes ces histoires-là, puis tous les efforts aussi qu'on met, autant les efforts financiers que les efforts qu'on peut dire légaux, que les efforts un peu plus douteux qu'on met pour obtenir les Jeux, mais aussi pour les remporter, il y a un enjeu, puis ça paye quelque part. Moi, je me pose toujours la question, à qui ça sert? Et certainement, ça sert aux pays qui reçoivent parce qu'on étend un peu plus notre influence. Ça sert aux membres du CIO aussi qui ont une plus grande influence puis qui deviennent, dans le fond, un joueur important sur la scène politique également parce qu'il y a de l'argent en jeu. On en donne, mais on en reçoit aussi de l'argent. Puis tout ça, c'est une roue qui tourne. Puis dans certains pays, je dirais même dans la plupart des pays, c'est le citoyen qui se retrouve à payer pour ça, pour ce jeu-là parce que
personne ne voudrait embarquer dans ce jeu-là s'il n'y avait pas un retour quelque part. Sinon, ben, si on ne profite pas de quelqu'un quelque part, puis ben, c'est le citoyen moyen qui paye pour tout ça, là. Et là, on a un regard qui est assez négatif sur les coulisses des Jeux olympiques, mais là, je vais m'adresser à l'historien. Est-ce qu'il y a des moments où les coulisses des Jeux olympiques ont servi de manière positive? Est-ce que ça a servi d'instance paradiplomatique où deux ennemis ont pu se rencontrer? Est-ce qu'on sait si à un moment donné, en coulisses des Jeux olympiques, on a négocié une paix, une trêve, on a fait avancer les choses de manière positive? Ou est-ce que ça n'existe pas du tout? C'est à moi, oui. Alors, Oui. ben, il y a le rapprochement nord- et sud-coréen tout récent à Pyeongchang. C'est un cas. On a tendance, c'est vrai, je pense, je vous l'accorde, à regarder les cas négatifs. Mais ce n'est pas olympique, mais c'est dans le sport international, donc on pourrait quand même s'y référer. La fameuse diplomatie du ping-pong qui a favorisé le rapprochement sino-américain en 72, qui a amené, mais ça c'était pour, bon, dans les dessins du grand Mephisto qui était Kissinger. Il y a Jean-Luc a fait référence à la guerre sans coup de fusil. C'était un article de George Orwell de 1945 qui commentait la tournée d'une équipe de foot soviétique en Angleterre. Ils sortaient de nulle part, on ne les avait jamais vus, et c'était pour favoriser la coopération interalliée. Orwell était probablement le seul à l'époque à voir les côtés négatifs de la chose, mais il reste qu'il y a eu des rapprochements qui se sont faits par le sport, mais on a tendance évidemment à voir toujours le côté confrontationnel. J'imagine peut-être je vais la regarder, mais des Olympiques sans drapeau, ça donnerait quoi? Je ne le sais pas, peut-être il y a 30 ans, peut-être que ça aurait été, ou 40 ans, peut-être que ça aurait été mieux, mais là maintenant, j'ai l'impression qu'il y aurait plutôt des équipes Coca-Cola ou Kodak ou IBM ou Apple qui se feraient un peu comme on a dans le monde cycliste. Mais il y a plus de cas, je veux dire, si on essaie de faire un bilan, peut-être par défaut épistémologique, on regarde toujours le négatif, mais il y a plus de cas d'affrontement à cause de la nature du sport, qui est une compétition. Donc, les matchs nuls ne sont jamais très populaires dans l'histoire. Il y a des cas de confrontation plus dramatiques que d'autres. La guerre du foot en Amérique centrale. Mais c'est des cas qu'il faut regarder à la loupe. Ils sont très peu nombreux. La politique est jamais très loin. Là-dessus, je vais confirmer mon pessimisme. Voilà. Mais justement, alors peut-être pour continuer dans le côté un peu pessimiste, on a parlé de dopage, on parle d'argent. Est-ce qu'il existe un complexe pharmacologico-olympique, un peu à la manière du complexe militaro-industriel, c'est-à-dire quelque chose qui lierait tellement les Jeux olympiques que le dopage est indissociable de cette dimension-là? Jean, peut-être pour commencer avec toi, et puis ensuite... je vais commencer même. Coubertin lui-même, on va l'interpréter de différentes façons, mais Coubertin disait l'excès dans la nature même du sport. Et si on remonte au père fondateur, donc ça donne un... Mais le dopage, étrangement, moi, c'est... Je pense que... Bon, je ne veux pas voir de corruption ultra généralisée en disant que le CIO est partie prenante. Je pense que la lutte au dopage, c'est là-dessus que je suis plus optimiste, et fonctionne relativement. C'est un peu comme un accordéon, c'est-à-dire que les dopés ont une avance, et là, la technologie ou la pharmacologie antidopage les rattrape. Donc, je vais donner quelques exemples. En 60, il y a un cycliste néerlandais qui meurt au Jeu de Rome. Ça alerte tout le monde pour une cause de dopage. Et en 68, on a les premiers tests antidopage. Mais à l'époque, ils attrapaient 1, 2, 3 athlètes. Et c'est le scandale Ben Johnson, le scandale Festina dans le cyclisme, qui vont amener l'Agence mondiale antidopage en 99-2000. Et les Jeux de Sydney, on attrape Marion Jones, on attrape Lance Armstrong, on attrape beaucoup de grosses gommes.
vedettes. Sauf que là, les dopés prennent un peu d'avance et les Jeux de Sochi, on en attrape. Et il y a de plus en plus de médailles qui sont déchues, qui sont enlevées. Il y a de plus en plus de titres qui sont perdus, d'athlètes qui sont fautifs. Il y a un athlète, je pourrais vous le donner comme devinette, qui a été testé 7 fois aux Jeux de Rio. C'était, je pense qu'il y avait un pseudonyme, l'athlète A. Bon, c'est Michael Phelps. Ceux qui analysent le dopage, donc ça peut devenir assez perturbant. Mais quand même, par un effet d'accordéon, probablement que le complexe a plus d'argent, donc ils développent des drogues qui sont pour quelques années difficiles à déceler, et ensuite, le contrôle antidopage les rattrape. Donc, évidemment, c'est une quête sans fin, mais là-dessus, je pense qu'il y a certains progrès qui sont faits. Si on regarde globalement depuis que ça existe, mais je veux dire, les athlètes en 1904, les marathoniens prenaient de la strychnine avec du cognac pour dilater les artères. Vous imaginez les effets sur le cœur? Donc, ça en fait partie. Même le Tour de France, ils prenaient des petits cognacs et même différents dérivés de cocaïne déjà dans les années 1920. C'était connu. Donc, on a quand même là-dessus, je suis un peu plus optimiste que sur la politisation. Je pense qu'on a fait certains progrès, mais la lutte est... Le CIO représente un peu l'autorité et l'Agence mondiale antidopage, la confiance qu'on a dans le produit. Alors, je ne sais pas si j'ai un peu empiété sur vos temps de réponse. Non, mais Meeker, je pense que... Comment est-ce qu'on commande ça, cet univers-là? Mais je pense que la lutte antidopage, parce qu'on parle beaucoup du côté pessimiste, du côté négatif du sport, il y a quand même des bons côtés dans le sport. Là. Je ne veux pas qu'on l'oublie non plus. Là. Tu sais, Jean-Luc est allé au jeu. Je ne pense pas qu'il regrette tout ce pan de sa vie complètement. Je pense que la politique gâche un peu tout ce qu'il y a par rapport aux Olympiques, le dopage aussi. La différence, c'est que le dopage, c'est quelque chose de beaucoup plus visible qui fait mal à la réputation du sport et à la réputation également du CIO. On a beau dire ce qu'on veut par rapport à la lutte, bon, elle est un peu inégale, on n'est pas très juste dans les sanctions, etc. Mais ça fait tellement mal à l'image des Jeux qu'on veut s'y attaquer. On veut que tout le monde puisse compétitionner sur un pied d'égalité. Mais comme Jean le disait un petit peu plus tôt, c'est une course. Et Christian Ayotte, qui est chef de la lutte antidopage, si on peut le dire ainsi, au Canada, le dit toujours, c'est une course les uns contre les autres. Du côté des dopés, bien, on tente de trouver des manières de contourner la lutte antidopage. Et de l'autre côté, bien, on essaie d'aller chercher justement d'attraper les dopés en les attrapant scientifiquement. Donc, c'est une guerre un peu scientifique. Et moi, je compare beaucoup ça à la guerre en tant que telle a changé avec le temps aussi. La guerre, c'est plus seulement, on parlait de soft power, de hard power, mais la guerre, c'est plus seulement des affrontements armés. C'est une guerre qui se fait politiquement par l'influence, une guerre économique, c'est une guerre technologique aussi. On peut attaquer un ennemi de son salon ou presque. C'est la même chose pour la lutte au dopage et la lutte antidopage. Ça se fait, oui, sur le terrain, dans les parties sportives, dans les rencontres sportives, mais ça se fait aussi en coulisses avec les médecins, avec les gens qui essayent de contourner les règles, qui essayent de marcher sur la ligne pour pouvoir remporter la victoire. Et il y en a beaucoup qui traversent cette ligne-là. Donc, le scandale russe en est un exemple. La Chine, on a accusé la Chine aussi. Puis, en préparation, et là, je vais laisser la parole aux autres, on regarde surtout ces pays-là. Mais il y a d'autres pays aussi on parlait de Ben Johnson un peu plus tôt. C'est ce qui a éveillé un peu les consciences parce qu'on s'est dit, ce ne sont pas seulement les méchants, les méchants Russes qui tentent de se doper, mais il y a aussi les gentils, entre guillemets, occidentaux qui se dopent. Et vous aurez remarqué que Ben Johnson est rapidement redevenu jamaïcain une fois qu'il s'est fait attraper pour redopage. Pourquoi? Parce qu'on veut se dissocier un peu comme, c'est un Canadien d'origine jamaïcaine. Mais bon, ça, je m'en vais dans l'éditorial, on en parlera une autre fois. Mais comme quoi, on veut tous avoir l'air propre, mais dans le fond, on n'est pas si mieux que ça chez nous et dans les pays qui nous ressemblent. C'est toujours payant d'avoir des athlètes qui gagnent. Hein?
la grande majorité des gens d'athlétisme proviennent des universités américaines. Et qu'on soit de Tanzanie ou du Zimbabwe, bien souvent, si on est talentueux, on a été repêché par une université américaine. C'est toujours payant pour l'université américaine aussi d'avoir des champions. Puis avant le scandale étatisé de dopage russe, c'était les Américains qui avaient été le plus souvent pincés pour dopage dans l'histoire de l'olympisme. Mais ça, on n'en parle pas parce qu'on est du bon côté. C'est le film d'Hollywood qui décide qui sont les bons, qui sont les mauvais. Ce qui m'attriste, c'est quand il y a un cas de dopage étatisé. Dans certains cas, ça peut être bon pour le moment, mais on ne sait pas l'envergure à long terme. Mais je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait une étude qui était sortie où on demandait à certains athlètes, seriez-vous prêt à accepter qu'on vous dope, vous gagnez une médaille d'or, mais vous allez mourir dans les 10 années qui suivent? Puis le nombre d'adhésions à cette théorie-là était largement supérieur, mais c'était vraiment une majorité, genre 80-20. Les athlètes étaient prêts. Oui, je veux gagner une médaille d'or, mais je suis prêt à mourir dans les 10 années qui suivent s'il le faut. Alors, c'est même pas théorique. C'est même pas théorique parce qu'il y en a qui en meurent. Puis juste pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Luc, on parle de dopage étatique, mais on n'a pas parlé des entreprises aussi. Il y a eu un gros scandale chez Nike en Oregon de dopage aussi. Puis ça, on n'en a pas parlé, puis on l'oublie, puis ça passe sous le tapis. Mais les entreprises aussi sont complices à travers tout ça, là. On parle des grandes nations par rapport à la Chine, la Russie, tout ça, mais il n'y a pas si longtemps, les Bulgares, c'était l'haltérophilie, les Roumains, c'était la gymnastique. Alors, chaque pays avait vraiment son créneau duquel il voulait mettre de l'avant. Donc, c'est pas là, c'est facile de parler de la Russie, de la Chine, parce qu'ils sont faciles à pointer. Là, c'est des éléphants dans la pièce. Mais chaque petit pays voulait mettre en valeur sa supériorité et était prêt à tout faire pour y arriver. Moi, ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est dans ce fameux documentaire du numéro 3 du dopage qui finalement a fait défection, est allé aux États-Unis. J'oublie le nom du documentaire, mais c'était de voir avec quelle facilité, avec quelle certitude ils savaient qu'ils étaient pour faire abstraction des tests antidopage une fois que les athlètes étaient dopés. Puis même comme moi, d'un point de vue d'un ex-athlète, je me dis, c'est tellement facile finalement pour ces gens-là, la compréhension des tests. Et quand vous lisez, entre autres, le livre de Tyler Hamilton, qui est un des lieutenants de Lance Armstrong sur l'équipe US Postal, c'est déconcertant de voir, même au niveau du cycliste, comment ils s'y prenaient. Puis ils avaient vraiment des modes d'emploi. Si quelqu'un cognait à leur porte la nuit pour un test antidopage, bien, ils allaient derrière les droits humains en disant, bien, vous n'avez pas le droit de me déranger durant la nuit. Et là, littéralement, ils se lessivaient de tout produit dopant. Mais avec quelle facilité ils faisaient tout ça, c'en est presque un suspense en soi. Alors, maintenant, il y a des milliers de gens à travers le monde qui vont voir les Rolling Stones ou qui ont vu les Rolling Stones à une époque, puis ils étaient loin d'avoir les deux pieds sur terre, et eux faisaient de l'argent avec ça. Alors, on veut l'inverse par rapport au monde olympique. Donc, ça, c'est un débat qui pourrait être long. Mais tout ça pour dire, en vous disant ça, moi, je ne suis pas pour le dopage. Mais c'est une comparaison, à un moment donné, en regardant Mick Jagger puis son chum qui se faisait changer le sang. Là, je me disais, ouais, tiens, il y a des gens qui payent quand même 500-600 $ pour aller les voir. Et le simple fait que Keith Richards soit toujours vivant, c'est déjà c'est extraordinaire. l'avancée de la science. Mais ça soulève plein de questions. Dans le fond, c'est où est-ce qu'on place le sport? Est-ce qu'on le place à un niveau moral supérieur, puis presque à un niveau, j'ai envie de dire, philosophique, ou est-ce qu'on le place au même niveau que le divertissement? Puis moi, c'est toujours une question que je me pose, puis l'exemple de Jean-Luc me fait penser à ça, parce que c'est quoi la différence entre aller voir un spectacle ou regarder un spectacle à la télé ou un film et regarder du sport? Tu sais, il y a cette machine-là aussi du divertissement, et tout ça fait que le sport devient plus que juste du sport, puis ça devient plus que la performance sportive. Autant ça peut unir une nation, ça peut unir des gens. Le Canada n'est jamais aussi uni que lorsqu'on participe aux Jeux. Même des gens qui se considèrent indépendantistes ou souverainistes vont se rallier au drapeau canadien. Puis vont se rallier aussi à l'inverse sur « Hey, c'est un Québécois qui a gagné ». Il y a cet effet-là aussi qui est quand même beau quand on le regarde, mais il y a tous les travers qui viennent avec, puis toute la politique qui vient avec, qui vient s'entremêler de ce beau spectacle-là. Puis je pense que c'est important de juste se poser la question, de prendre le temps de comprendre, puis de comprendre également ce qu'on consomme lorsqu'on consomme un peu les Jeux, puis on consomme le spectacle olympique.
C'est un peu comme quand je mange de la malbouffe. Je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'en mange quand même parce que ça me procure un certain plaisir. C'est un peu comme ça que je le vois des fois. Moi, je vais lister les exemples que vous avez, les analogies que vous avez utilisées. Ça va être quelque chose d'intéressant à la fin. Mais j'aimerais enchérir sur ce que Maker dit. Et ce que je trouve déplorable, par contre, c'est que le comité olympique s'est littéralement approprié l'espace sportif en laissant que des miettes aux autres. Et le sport professionnel a pris, entre autres, ce qui restait. Il n'y a pas si longtemps, on s'est beaucoup offensé du fait que la Ligue nationale avait dit non à ses joueurs pour aller aux Jeux olympiques précédents, là, ceux qui viennent de se terminer à Pyeongchang. Mais moi, au contraire, j'applaudissais ça parce que je me disais, tout le monde fait de l'argent dans le milieu olympique, sauf les athlètes. Alors, c'est comme si Céline Dion fait un spectacle, tout le monde est payé, du président au placier, tout le monde est payé, sauf l'artiste, parce qu'elle a la chance d'aller au Centre Bell. Elle a la chance d'aller au Madison Square Garden. Mais finalement, elle a la chance d'aller partout, mais elle ne fait pas une scène. Ça fait que c'est un peu ça le milieu olympique. Tout le monde est payé. Le président du comité olympique canadien il est payé presque 1 demi-million par année, lui. Puis tous ses subalternes, tout le monde est payé, sauf les athlètes, qui sont la raison d'être de ces gens-là. Alors, quand après ça, on augmente les coûts pour les diffuseurs de présenter les Jeux olympiques, bien, un Radio-Canada de ce monde va sauter là-dessus parce que ça lui donne la cote d'écoute, mais ils n'ont plus d'argent après ça pour présenter le reste des sports pendant 4 ans. Alors, qui vient prendre le spot du divertissement sportif? Bien, c'est les téléréalités. Parce que là, ça vient faire du show qui est un peu arrangé avec le gars des vues, mais c'est pas grave. On vient prendre la place du monde sportif parce qu'on a tout mis dans le créneau olympique qui ne sert finalement que le comité olympique et qui laisse des miettes aux différentes fédérations qui, par la suite, essaient de se démarquer pour aller chercher tel ou tel commanditaire, mais que c'est toujours un petit peu par peau de chagrin qui arrive à aller de l'avant par la suite. Donc, cette omniprésence-là, tu vois, en Allemagne, le Radio-Canada, la télé nationale allemande ne présente plus les Jeux olympiques. Ils ont laissé ça au privé parce qu'ils ont dit que ce n'est pas de l'intérêt national de dire on met tout notre argent dans un événement sportif. Ça va être le privé qui va le faire. C'est le privé qui le fait maintenant à leur choix. Mais moi, je serais de ceux qui diraient au comité olympique, bien, vous êtes toujours de ceux qui nous disent que c'est bon pour la communauté, que c'est bon pour tout le monde, les Jeux olympiques. Mais parfait. Alors, s'il y a un déficit, c'est signé dans un contrat que c'est les commanditaires privés qui vont payer le déficit. Là, on va voir si c'est aussi intéressant de présenter, puis si c'est aussi grandiose. Si ce n'est pas le gouvernement qui passe l'éponge à la toute fin, ça pourrait être intéressant de voir la suite des choses à ce moment-là. C'est intéressant, en rebondissant là-dessus, on a parlé donc du sport spectacle, du sport outil levier économique. Est-ce que le sport, Yann, peut être, au-delà de l'outil de propagande, un outil de résistance? De résistance, c'est pas forcément très facile. Ça dépend si tu parles des Jeux olympiques ou si tu parles du sport. Du sport olympique. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut discuter dans d'autres sports. Ce qui est difficile, c'est quand on parle d'outils de résistance, c'est que la charte olympique et le CIO est très, très attentif là-dessus et essaye de faire en sorte que les athlètes n'aient pas voix au chapitre et ne puissent pas exprimer des messages politiques. On se souvient de l'exemple aux Jeux olympiques de 1968 des 2 sprinteurs américains, Carlos et Smith. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se souvient plus ou moins des sanctions que le CIO leur a attribuées. D'ailleurs, en fait, ils ne se sont pas fait retirer leur médaille, ils ont été suspendus, la médaille leur a finalement été laissée, mais le message était très clair, vous n'avez pas le droit de faire de la politique. Et ce qui est spécial, c'est que aucun pays se gêne pour le faire, mais les athlètes ne pouvaient pas le faire. Et donc, de la résistance et transmettre un message qui soit politique ou de valeur humaine, on parlait de ça avec Mike récemment, c'est pas forcément toujours non plus simplement par rapport à ton pays, c'est par rapport à des valeurs qui peuvent être plus universelles, mais tu n'es pas supposé en tant qu'athlète transmettre un message politique. Et ça, qui est considéré comme politique, et le sens du mot politique peut être interprété de différentes manières. Mais juste pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Jean-Luc aussi, c'est concernant l'amateurisme. On parlait des joueurs de hockey professionnels. Pendant très longtemps, c'était un enjeu, et puis Jean ne me contredira pas parce que c'était une des grosses questions autour des Soviétiques, on disait, quand les Soviétiques gagnaient, c'était parce qu'eux étaient des professionnels comparativement au fait que les professionnels n'étaient pas admis
aux Jeux olympiques. Au bout d'un moment, le CIO a arrêté de faire semblant d'avoir d'un côté des vrais amateurs et de l'autre côté des amateurs d'État et essayer d'égaliser un petit peu les choses. Et pour finir aussi sur une chose peut-être un petit peu plus positive, c'est l'idée que du fait qu'il y a beaucoup de disciplines, Jean-Luc l'a mentionné aussi, pratiquement chaque pays est capable, dans une petite niche, d'aller chercher une petite portion de gloire, son 5 minutes de gloire ou son 15 minutes de gloire. Et tandis que, mais évidemment, les grands événements sont souvent trustés par les grosses nations, mais il y a énormément de pays qui ont été capables d'aller chercher une médaille, comparativement, par exemple, à un événement comme la Coupe du monde de soccer, où c'est juste un tout petit cercle restreint de super grosses nations très riches qui sont capables d'accéder aux honneurs. Tandis que là, il y a peut-être un peu plus de possibilités pour chaque pays, par chaque région pratiquement. Et si on regarde le nombre de pays qui n'ont jamais gagné de médaille, c'est malheureusement essentiellement des pays africains et puis quelques pays des îles du Pacifique, quelques pays aussi d'Asie. Mais sinon, il y a une certaine universalité à laquelle on peut tendre qui est assez intéressante. Mais la résistance, non, c'est très difficile. Et on va passer aux questions du public parce qu'il y en a quand même quelques-unes, puis certaines qui sont vraiment tout un challenge. On va peut-être commencer avec le fait, on a parlé des effets positifs des Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande si le background de Jean-Luc est un vrai ou un faux? En fait, qui demandait quel type d'oiseau chantait derrière Jean-Luc. C'était la vraie question. OK. Parce que moi aussi, ça m'intrigue. Oui, je sais. On passe beaucoup de temps à étudier les backgrounds des gens désormais dans les conférences. Ça raconte beaucoup de choses. Puisqu'on parlait d'universalité, dans la question des questions qui sont posées, est-ce que les JO ont pu favoriser l'émancipation des femmes à travers le sport? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu un impact? Yann, je te vois acquiescer. Je sais que dans les termes, comment dire, notamment dans l'agenda 2020 du CIO, c'est un élément sur lequel ils insistent beaucoup. Ils mentionnent que un de leurs objectifs est d'arriver à avoir la parité en termes d'athlètes, hommes-femmes, et de développer aussi des sports mixtes. Mais ça, c'est on a déjà mentionné qu'il y avait loin de la coupe aux lèvres et entre les discours du CIO et la réalité, ce n'était pas la même chose. Mais il y a eu quand même une évolution. Là, ce n'est pas moi qui suis le mieux placé pour bien l'évaluer, mais le sport féminin a quand même gagné un petit peu de lettres de noblesse par rapport à ce qu'il était il y a une quarantaine d'années, où c'était vraiment totalement anecdotique pour les grands diffuseurs. La seule chose qu'on faisait, par exemple, si on parle de la natation, je pense que vous en souviendrez tous les anciens, c'est l'idée que dans les années 60-70, on parlait des nageuses est-allemandes et puis du fait qu'elles avaient l'air d'hommes. C'était pratiquement la seule chose qu'on disait de cet aspect-là du sport féminin. Maintenant, on parle de plus en plus d'athlètes féminines, mais on n'est pas encore rendu à la parité, je pense pas. Une autre question qui, je trouve, participe de la même logique. Alors qu'on a beaucoup de gouvernements qui commencent à considérer les questions climatiques et les placer au centre de leur politique publique, est-ce que le gigantisme des Jeux olympiques contrevient à une vision qui prendrait en compte les changements climatiques? Et est-ce que le CIO lui-même a intégré cette dimension-là, ou alors est-ce qu'ils sont encore une fois un État dans le concert des nations qui vit sa vie et qui nie cette réalité des changements climatiques? Est-ce que ça existe dans le discours ou pas? Et là, je ne sais pas à qui envoyer la balle. Oui, j'ai toujours trouvé ça quand même assez drôle à chacune des Olympiades où je suis allé, ou même après, lorsque j'étais plus athlète, où on parlait des jeux verts, là, des jeux écolo responsables, tout ça, parce qu'on recyclait des fourchettes, puis des couteaux, puis des verres de plastique. Mais on venait de dépenser 40 000 mètres de béton pour faire une esplanade avec toutes les bétonnières qui polluent à pu finir pour amener tout ça, les bulldozers qui rasent des forêts pour faire de la place. On a vu à Pyeongchang le site de ski alpin qui a été créé dans un parc national où on a coupé des arbres de 500 ans pour 2 semaines de compétition. Après ça, on parle de jeux écolos.
c'est toujours ça. Le problème, ce qui fait rager du comité olympique, c'est ce double message. On dirait le message qui est concocté par les agences de pub, les firmes de com, la beauté de la vie, puis tout le monde adhère à ça, la beauté de l'olympisme, tout ça. Mais il faut même pas fouiller pour voir les contradictions, là. Elles apparaissent tout juste à côté. Alors, puis on le voit là avec ce qui se produit à Pékin. Pékin, les Jeux d'hiver. La station où il va y avoir les épreuves de ski alpin, il tombe en moyenne 1 cm de neige annuellement sur cette station-là. Alors, ça va être que de la neige artificielle. Quelqu'un m'a dit, oui, mais regarde, maintenant, on fait des épreuves de patins longue piste dans des stades où il n'y a pas d'hiver. Et il y a des anneaux de glace. Oui, c'est vrai. Sauf qu'on sait que Pékin est aux prises en ce moment avec une sécheresse monumentale. C'est une ville de 25 millions d'habitants qui est aux prises avec une sécheresse. Et là, on va aller pomper de l'eau pour faire de la neige artificielle, pour faire du beau tape à l'œil. Et ça, quelque part, en tant qu'humain, à un moment donné, il faut se responsabiliser. Il n'y a pas personne qui va nous donner une tape ses mains à part nous autres. Il faut se responsabiliser par rapport à ça. C'est là qu'on voudrait moi, je voudrais, je ne dis pas nous, mais moi, j'aimerais ça que le CIO se responsabilise, entre autres avec les droits humains. Quand j'ai signé la lettre avec les Ouïghours, ben, tu sais, j'avais dit à M. Duceppe, le député qui était à l'origine de ça, j'ai dit, le boycott, c'est pas une bonne idée parce que, tu sais, on a vu les Américains ont boycotté Moscou à cause de l'invasion des Russes en Afghanistan. Puis quoi, 30 ans plus tard, c'est les Américains qui rentrent en Afghanistan. Ça fait que ça a l'air de quoi le boycott à part punir des athlètes, tu sais? C'est certainement pas la solution, mais déplacer les Jeux peut-être. Mais quand je lui ai dit ça, je savais très bien que ça ne serait jamais déplacé, les Jeux olympiques. C'est rêvé en couleur. Les plus grands commanditaires du Comité international olympique sont chinois. Alors, ça ne sera jamais déplacé. Mais c'est juste le feeling d'être, tu sais, le moustique dans la tente, là, quand vous essayez de dormir en camping, bien, c'est ça. C'est de déranger un petit peu pour rendre le CIO inconfortable dans ses décisions, de dire, il faut s'auto-responsabiliser dans nos actes, dans mes actes. Moi, le premier, là, tu sais, j'ai encore un auto à gaz qui pollue, puis je l'utilise, puis tu sais, j'espère un jour avoir accès à d'autres choses, mais là, pour l'instant, ça m'est impossible. Mais même chose avec le comité olympique, c'est-à-dire avant d'octroyer un endroit où les droits humains sont quand même bafoués de façon ouverte, là, on ne s'en cache pas. Là, on est en train de rentrer dans Hong Kong comme on rentre dans un gâteau au chocolat le soir après pas avoir mangé pendant 3 semaines. Bien là, à un moment donné, il faut aussi se responsabiliser. Puis c'est là qu'on voudrait que l'exemple vienne de ces grandes institutions-là. Bien, ceci dit, je suis d'accord avec Jean-Luc par rapport à ça. Le problème, c'est que le CIO n'est pas non plus imperméable à ce qui se passe. Puis on en parlait hier en préparant tout ça, qu'on parlait de l'ONU. C'est que le CIO est formé des membres de la planète entière. Donc, tout comme sur le terrain politique, la Chine a des alliés ou des pays qu'elle influence, bien, au CIO aussi, la Chine a des alliés et des pays qu'elle influence, et c'est la même chose pour tous les pays. Le problème est là, puisqu'on a parlé de boycott, on a prononcé le mot en B. Là, les Américains commencent à penser au boycott. Bien, je comprends, Jean-Luc, qu'on punit les athlètes, mais au niveau politique, qu'est-ce qui reste en ce moment au niveau diplomatique pour faire pression sur des pays comme la Chine, par exemple? Mais il ne reste pas grand-chose par rapport aux Ouïghours, mais par rapport au Canada aussi. Et il ne faut pas non plus se leurrer. Le Canada va probablement profiter du fait que les États-Unis pensent à boycotter pour peut-être boycotter aussi, parce que c'est le seul moyen qu'on a de manifester ou de se lever contre l'incarcération des deux Michael, Cover et Kovrig. À un moment donné, on est limité un peu dans notre champ d'action au niveau politique. Bien, on se sert des jeux. C'est pour ça que le mythe des jeux apolitiques est impossible à maintenir parce que soit que les jeux, on se sert des jeux pour vendre notre pays, notre nation, ou on se sert des jeux pour punir un autre pays ou manifester notre mécontentement. Et encore une fois, j'y reviens, qui paye pour ça? Ce sont les citoyens, / les athlètes, encore une fois. Et c'est ça que je trouve dommage parce qu'à la base, le sport, c'est beau, ça permet certaines rencontres. On parlait de est-ce que ça permet l'émancipation de la femme? Pas tant. On n'a pas tant réussi, mais ça nous permet de voir du sport féminin. Quand est-ce que vous voyez du sport féminin en dehors des Jeux? C'est très rare, on ne le voit pas assez. Regardez du volleyball, regardez du tennis, oui, il y en a, mais l'athlétisme, par exemple, on n'en voit pas tant que ça. Donc, il y a ça, il y a quand même des points positifs,
mais il ne faut pas oublier le reste. Puis il faut insister, comme Jean-Luc le dit, pour que le CIO prenne aussi ses responsabilités et qu'il fasse la promotion des droits humains. On n'arrête pas de parler de la beauté du sport, de la santé, etc. Mais là, il faut que les bottines suivent les babines parce que ça n'a aucun sens. Puis on laisse aller ça dans tous les sens parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Puis tant qu'il y a de l'argent qui rentre, ça fonctionne. Comme le gigantisme des jeux. Bien là, on s'y attarde. Pourquoi? Parce qu'il y a des villes, entre autres Boston, on a dit non, 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 merci, on n'en veut pas de vos jeux. Là, on est obligé de se retourner vers la Russie, vers la Chine, mais on se rend compte que, oups, il y a d'autres problèmes qui viennent avec ça. Donc, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. On va peut-être devoir recadrer, et tant mieux si le CIO se remet en question ou qu'on le force à se remettre en question en ce moment. Je voulais. Oui, Jean, j'avais vu. Un exemple qui est tragique, en fait, qui illustre très bien comment c'est les athlètes qui paient pour, parce qu'il y a eu plusieurs boycotts dans l'histoire. J'ai le cas d'un athlète égyptien qui était lanceur de poids. J'ai oublié son nom, malheureusement, mais son histoire vaut la peine d'être racontée. Et il était prêt, il n'était pas susceptible de remporter une médaille, mais il était, l'aboutissement des années d'entraînement. En 1972, il était prêt pour les Jeux olympiques de Munich. Son pays boycotte à cause de la présence d'Israël. En 1976, il est prêt pour Montréal. Il y a les boycotts africains. L'Égypte boycotte au même titre que 30 autres pays. En 1980, l'Égypte est de pro-soviétique est devenue pro-américaine. Il boycotte les Jeux de Moscou. Et en 1984, il est trop vieux. Alors, son rêve à lui, ses années d'entraînement, sont été... Donc, je me souviens toujours de l'histoire de ce pauvre athlète-là qui n'a pas eu ses quelques minutes de gloire à cause de la politique. Mais en même temps, on a tous raison que si l'ONU fait de la politique, le CIO va en faire aussi. C'est un peu incontournable et on devrait peut-être les analyser avec les mêmes outils que la plupart des autres phénomènes politiques qu'on analyse dans nos cours. Oui, mais l'ONU, c'est une espèce de cormoran mazouté. On a l'impression qu'on ne la fera jamais décoller. Est-ce que par analogie, je vais utiliser ton analogie, Jean, Yann, est-ce que tu penses que le CIO est réformable ou c'est une institution qui a échappé, un peu comme le disait Jean-Luc, qui n'a plus de balise, qui a échappé à tout contrôle? Là, c'est vraiment difficile de répondre à cette question-là. Je pense que Jean-Luc a évoqué, et Meeker aussi, le fait que même si c'est devenu un État dans l'État, ils sont obligés d'avoir des membres, de s'appuyer sur des États qui existent. Ils ne sont pas décalés complètement de la communauté internationale et à ce titre-là, les pressions des différents États sont incontournables. Ils ne peuvent pas faire abstraction totalement de ces puissances-là. Et d'autant plus qu'il y a les questions des commanditaires, il y a des personnalités importantes qui sont membres du CIO, qui sont liées d'une manière ou d'une autre à l'un ou l'autre de ces blocs, parce que ce n'est pas juste Russie et Chine, comme on l'a déjà mentionné aussi. Donc, le fait de se réformer, ils ont essayé quand même après 2002 et le scandale de Salt Lake, après aussi ce qui s'est passé tout récemment, justement, qui les a amenés à se dire qu'ils risquaient de ne plus avoir beaucoup de candidatures et de ne plus pouvoir organiser des jeux. Ils essayent un peu, au moins dans les discours changent, les discours sont très très beaux à voir si vous allez sur leur site, là c'est une propagande absolument magnifique, mais en même temps, est-ce qu'ils vont vraiment changer? C'est difficile parce qu'ils n'ont pas le gros bout du bâton malgré tout ce qu'on peut imaginer, parce que si un État décide, notamment si on parle de la Chine, on pourra revenir tout à l'heure, je pense, en conclusion, mais on a mentionné l'idée d'essayer d'influer sur la politique chinoise à l'occasion des Jeux de Beijing. L'histoire du boycott, on a dit que c'était très compliqué. On a dit que peut-être si les États-Unis s'y mettaient, peut-être que le Canada aussi pourrait intervenir. On a dit que ce n'était pas forcément toujours une bonne idée. Mais ça pourrait être une chose qui marcherait peut-être un petit peu avec les Jeux d'hiver parce qu'ils ne sont pas totalement universels. Et donc, ça fera en sorte que les États qui seraient le plus à même d'intervenir contre la Chine seraient des États qui performent aux Jeux d'hiver. Donc, il y a un moins grand nombre de gens à influencer, mais des Jeux d'été, la Chine a énormément d'alliés un peu partout dans le monde, y compris d'ailleurs des gens qui détestent profondément l'Occident et l'argument anti-occidental marcherait très, très bien. Donc,
vous ne pouvez pas d'un seul coup décider d'essayer de faire appliquer un certain nombre de choses parce que vous n'avez pas cette puissance, malgré tous les éléments économiques qu'on a mentionnés, vous n'avez pas cette puissance pour vous imposer en quelque sorte. Puisque tu as évoqué la Chine, peut-être que j'irai à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est vraiment une question très large, mais qui a été, je pense que c'est Maëlys qui l'avait posée. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeux de Beijing à partir de là? Comment est-ce qu'on joue là-dedans? Peut-être Meeker. C'est difficile à répondre comme question parce que je pense que toutes les réponses sont bonnes, si mauvaises. Est-ce que vous m'avez perdu? Ça va mieux, là? Non, c'est bon. Oh, désolé, je pense qu'on a un petit problème. Ma connexion, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va. On te voit, on t'entend. Sinon... Oui, désolé. Connexion instable, me dit mon ordinateur. C'est la nouvelle réalité. Oui. Ouais, c'est ça qui arrive quand on est trop cheap pour payer son compte. Un peu plus sérieusement, je pense que toutes les réponses sont bonnes, mais toutes les réponses sont aussi mauvaises, dans le sens où, on vient de le dire, M. Roche vient de le dire, si on boycotte des jeux, mais qu'on n'a pas assez d'influence, ça ne change rien. Il faut qu'il y ait une masse critique de pays qui boycottent les jeux pour que pour que ça ait un impact. Et c'est là où je pense que les jeux de coulisses, on en parlait un petit peu plus tôt, les jeux de coulisses de CEO, là, ce seront les jeux de coulisses politiques purs et durs qui vont faire leur œuvre d'ici à l'année prochaine, parce qu'on a vu la motion à Ottawa. On voit que les États-Unis commencent à en parler, mais là, ce qui se passe probablement, c'est que les pays alliés des États-Unis, il y a quelques coups de fil qui se font au détour d'une conversation sur des échanges commerciaux. On va parler des jeux. Hey, en passant, les jeux, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Parce que si les États-Unis ont pris les devants, ça ouvre la porte aux autres pays. Et si le Canada a le moindrement, et je vais le dire de manière, c'est très éditorial, là, mais si le Canada a une colonne, on va commencer à appeler. Parce que ce qui se passe avec les deux Michael en Chine, les sanctions économiques également contre le Canada, c'est quand même très grave, là. C'est très grave. Et là, on parle de mesures de rétorsion parce qu'on a appliqué la loi ici au Canada. Bon, vous allez me dire qu'on a pris la voie légale du côté de l'administration précédente aux États-Unis pour faire arrêter une chef d'entreprise chinoise. Peut-être, mais il reste que ça a été fait dans les règles de l'art au niveau légal. Et de l'autre côté, on a des mesures de rétorsion qui bypassent complètement le système juridique qu'on connaît ici. Donc, à partir de là, le jeu de coulisses va s'emballer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'ai hâte de voir ce qui va arriver, mais si on boycotte, comme je le disais plus tôt, les athlètes payent pour. Puis c'est le pays, c'est le Canada qui ne rayonnera pas. Et en plus, je pense à mes anciens collègues de Radio-Canada. À quoi ça va servir si le Canada boycotte les jeux? À quoi ça va servir de présenter les jeux ici? Il n'y aura absolument aucun intérêt, surtout s'il y a plusieurs autres pays qui ne participent pas. D'un autre côté, est-ce que ça va vraiment avoir un effet? Parce que s'il y a 3, 4, 5 pays, il n'y aura pas vraiment d'effet. Mais s'il y a une quinzaine de pays, là, ça va devenir intéressant, entre guillemets, et il y aura vraiment un impact. Donc, qu'on boycotte, on le fait pour les bonnes raisons, oui, mais si on ne boycotte pas également, je pourrais comprendre pourquoi on ne le fait pas, parce que ça n'aura pas nécessairement un impact. Puis si on décide de ne pas le faire au Canada, c'est probablement parce qu'on fait le calcul que politiquement, ce sera un coup d'épée dans l'eau, ce sera un pétard mouillé. Donc, il faut trouver des moyens de mettre la pression sur la Chine et il y en a très peu. Yann, c'est ta spécialité, cette région-là. Juste pour répondre à Meeker par rapport à ça, c'est très, très, très intéressant ce qu'il vient de dire et je pense que Jean et Jean-Luc ont aussi beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Mais justement, que faire ou que ne pas faire, c'est vraiment un catch-22 là, pour utiliser l'expression anglophone. C'est parce que ce qui se passe notamment, et l'idée, je suis totalement d'accord avec Meeker, l'idée de faire intervenir les alliés, de donner des coups de fil. Nous, on n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas qui donne des coups de fil à qui. On sait que la Chine fait des pressions et a déjà commencé à essayer de punir le Canada, y compris pour la lettre, mais aussi surtout pour la motion à l'Assemblée concernant le terme de génocide. Mais parmi les alliés, il y en a qui ont des sacrées pressions à devoir gérer.
pensez-y, les Jeux de Paris en 2024, est-ce que vous pensez que la France va suivre un éventuel boycott, sachant que la Chine va faire jouer tous ses alliés pour ensuite se venger, comme les Russes, les Soviétiques l'ont fait après 1980 pour ne pas venir en 84 à Los Angeles? Là, ça serait d'une manière encore plus importante parce que la Chine a déjà averti plein de monde, y compris quand tout à l'heure Jean-Luc mentionnait un éventuel déplacement. La Chine avait déjà identifié le fait que si jamais quelqu'un se portait volontaire pour accueillir des jeux alternatifs, ça allait mal se passer. Donc, il y a beaucoup d'alliés officiels ou possibles des Occidentaux ou des gens qui seraient d'accord pour intervenir par rapport aux Ouïghours et par rapport à la situation en Chine. D'ailleurs, la réponse, c'est nos affaires internes, ça ne vous regarde pas. Mais l'idée est, il y a d'autres éléments, il y a toute une série de jeux politiques qui sont en place et je ne sais pas du tout comment la France, par exemple, pourra jouer là-dessus. Et c'est sans compter la géopolitique du vaccin, parce qu'on a le vaccin chinois qui, en ce moment, sert pas mal de monnaie d'échange dans bien des cas. Excusez-moi de reprendre la parole, là, je laisse la place aux autres. Jean-Luc, quand tu étais allé à Sochi, il y avait eu des enjeux liés à la sécurité informatique. J'imagine que là, de toute évidence, tu n'iras pas aux Jeux d'hiver en Chine. Non, Comment est-ce que toi, tu vois les choses par rapport à ces Jeux-là? C'est compliqué. Oui, moi, hein. Quand on m'a demandé de signer cette lettre-là, après discussion, je dis moi, je ne signe pas une lettre de boycott parce que de mon ancien point de vue athlétique, je trouvais ça dur pour les athlètes. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est de la faute de l'instance qui a choisi ce pays-là. L'idée de changer de pays, j'ai corroboré cette idée, sachant très bien que ça ne se ferait pas non plus. Mais encore une fois, c'est l'idée avec le moustique dans la tente. Maintenant, de voir les espèces d'idées de menaces par rapport à tout ça, moi, ça me fait penser à des discussions de première année. Viens pas chez nous, je n'irai pas chez toi, tout ça. Quand je vois des adultes réagir de même, je perds un peu confiance en l'humanité, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais il n'y a pas de solution facile parce qu'il y en a deux Michael, comme Maker l'a mentionné. Et si c'était mon père qui s'appelait Michael, qui était pris en Chine, probablement que je ne ferais pas les choses de la même façon. Et c'était tout un ballet de diplomatie. Mais on a mentionné hier en préparation, pourquoi on adhère à tout coup? Pourquoi on adhère toujours à ce mouvement-là? Pourquoi on dit oui tout le temps comme si de rien n'était, qu'on laisse cette entreprise-là dicter? Parce qu'on voit maintenant les dérives que ça peut avoir lorsqu'on va à côté. Puis, tu sais, de dire, j'entendais à un moment donné dire oui, mais le fameux, mais là, je pense qu'on a atteint un autre niveau de n'importe quoi quand le comité olympique a dit oui, mais d'avoir des jeux, ça va faire changer la mentalité. Je pense que c'est le comité olympique canadien qui a dit ça, là, que ça va faire changer la mentalité des gens, puis ça va ramener la paix. C'est n'importe quoi. Après 2008, les droits humains en Chine ne se sont pas améliorés, ils ont régressé. Après les Jeux de Sochi, on ne savait pas avant d'aller à Sochi qu'est-ce qui se passait en Ukraine parce que volontairement, on avait mis le spotlight sur les droits des homosexuels en Russie qui étaient bafoués. Et quand, à un moment donné, ça s'est amoindri, cette histoire-là, les Russes ont renchéri sur davantage de sanctions contre les homosexuels, ce qui a reparti le débat de ce côté, mais qui était un leurre, parce que pendant ce temps-là, on rentrait dans l'Ukraine de l'autre côté. Alors, moi, je me suis trouvé floué après les Jeux de Sochi. Je me suis dit, moi, j'ai défendu, je me rappelle dans une entrevue où je ne défendais pas nécessairement les Russes, mais je me disais, ben écoute, on a fait la même chose à Montréal, là, des dépassements de coûts, du n'importe quoi, du gigantisme, on se balançait de tout le monde, alors qui on est pour dire aux Russes quoi faire? Mais on n'était pas en guerre nécessairement contre une ancienne colonie, un ancien pays qui faisait partie de l'ex-Union URSS. Donc, ça a une dimension politique qui complique les choses et c'est triste de voir qu'on adhère encore à ça. Moi, ce que j'aimerais ultimement, vraiment, c'est qu'il y ait une organisation rivale au CIO qui présente des Jeux olympiques dans des pays démocratiques uniquement et avec des conditions formelles, qu'il y ait un livre écrit de conditions qui dit, écoutez, là, vous incarcérez des gens, vous faites des takeovers sur des populations, vous n'avez pas le droit de parole aux gens. Comment voulez-vous après ça lancer un message de dire de beauté, de sport? Même que dernièrement, le comité olympique ne voulait même plus que les athlètes aient droit de parole, que ce soit que des... Tu sais, le phénomène de Barbie, sois belle et tais-toi, là, ben, sois athlète, puis tais-toi. Ben,
je pense qu'on est rendu ailleurs dans le monde. Si on est prêt à tolérer ça, après ça, il n'y a plus de fin sur ce qu'on peut amener aux gens à tolérer. Voilà. Je pense qu'on va acheminer cette idée-là à Joe Biden, qui veut justement créer un pôle des démocraties dans le monde et un peu qui peut contrebalancer les régimes autocratiques, capable d'acheminer cette idée-là. C'est le moment. Peut-être pour dire justement, est-ce que l'histoire nous enseigne quelque chose sur ce qu'on pourrait faire par rapport à le positionnement par rapport à Pékin? Bon, j'ai mal entendu, mais de ce que j'ai entendu, je vais quand même répondre. Il y a eu une expérience que tout le monde oublie, des Olympiades communistes avant la Deuxième Guerre mondiale, mais ils sont mortes. Les dernières devaient se produire à Barcelone en 1936 et ils étaient en pleine guerre civile, alors ils ne sont pas produites. Et les Soviétiques ont choisi les Olympiades capitalistes après la guerre. Mais il y avait, pas juste chez les Soviétiques, mais chez j'allais dire les Européens de gauche et la volonté déjà, on critiquait le commercialisme des Olympiades à l'époque. Mais j'allais dire, j'ai peur, je sais qu'il existe une Coupe du monde des nations non représentées. Je pense qu'il y a le Tibet à Barcelone. Je pense même qu'il y a déjà eu une équipe du Québec et Patrick Leduc de l'Impact avait joué. J'ai perdu le fil. C'est il y a peut-être quelques années de ça. Mais ça reste relativement marginal. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser à l'Afrique du Sud qui a subi un embargo sportif durant l'apartheid. Ils ont été bannis des Olympiques en 68. Ça a duré jusqu'à Barcelone, je pense, mais je pense que c'était seulement Mandela qui était qui assistait. Donc, c'est plutôt les sanctions économiques et la fin de la guerre froide qui les a forcés à abolir l'apartheid. Donc, je pense que le sport, on l'aime tous beaucoup, mais c'est une contradiction. Autant qu'il soit très politisé, autant la politique, son impact politique peut être assez limité. Donc, des Olympiques parallèles, peut-être qu'ils essaient, mais je ne sais pas. Il faudrait que c'est des nations qui s'impliquent, j'allais dire, très, très fortement sur le plan financier d'abord, pour concurrencer un tant soit peu le CIO. Et donc, je suis un peu sceptique là-dessus. Je pense que dans le cas des Ouïghours, ce n'est pas le boycott qui les aiderait, c'est des sanctions économiques. Mais tout le monde bénéficie des relations avec la Chine et il y a les virus, et il y a les vaccins et c'est extrêmement compliqué. Je suis un peu... j'ai des doutes à savoir est-ce qu'on peut partir un mouvement pour quelque chose qui a vivoté pendant tant d'années et qui est devenu une multinationale, mais après 80 ans d'existence. Donc, bonne chance. Ce que je voudrais enchérir là-dessus, c'est qu'il y a un après-jeu aussi. Alors, boycotter les Jeux, c'est une chose. Est-ce que dans l'après-jeu, ça va aider les Ouïghours? Non, ils vont tomber dans l'oubli, puis ça risque d'être pire aussi à ce niveau-là. Donc, c'est important de penser à ça aussi. Je pense que ce qui, à un moment donné, va commencer à nuire aux Jeux olympiques, je vous en parlais hier, c'est quoi les Jeux d'été? C'est quoi 11 000 athlètes? Bien, 11 000 athlètes aux Jeux de Rio, la construction d'un village olympique, c'est 17 immeubles de 31 étages. 17 immeubles de 31 étages. Ça, c'est l'hébergement des athlètes aux Jeux d'été. C'est l'équivalent, c'est plus que tout ce qui s'est construit à Griffintown pour 2 semaines d'utilisation. Alors, qui a encore les pays, à part les pays totalitaires, qui a les reins assez solides pour construire ça? Quelle grande ville? Tu sais, bientôt, je pense qu'on va se retrouver à des Jeux un peu plus spartiates où ça va être des tentes ou des campements, ça va être la même chose pour tout le monde. Et puis là, il va y avoir des petites rivalités. Pourquoi les joueurs de basket sont dans les hôtels? Parce qu'ils sont capables de les payer. Puis les gars de lancer du javelot, bien, ils sont dans une niche à chien à l'autre bout. Alors ça risque d'être, encore une fois, une source de dilemme. Mais je pense qu'à un moment donné, les sites possibles et surtout les coûts de développement des Jeux olympiques vont devenir vraiment problématiques. Et c'était le très crédible Walter Seaberg du Comité olympique canadien qui a fait un commentaire en ce sujet en disant bien, les Jeux d'hiver peut-être, mais les Jeux d'été, c'est de plus en plus difficile, surtout qu'on entre davantage d'épreuves. On les veut tous. On ne veut pas laisser rien d'autre à personne. On veut toute la tarte, mais plus on en amène, plus ça demande de la place. Et moi, je ne serais pas surpris rapidement de voir que prochainement,
aux Jeux d'hiver, il va y avoir des disciplines intérieures d'été, tout simplement pour essayer d'équivaloir les forces, parce que les villes pouvant construire de telles infrastructures, ne serait-ce que d'hébergement, ça devient absolument délirant. C'est sur cette note très optimiste on va finir cette conférence. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle à l'audience que vous pouvez écouter Mickey Guerrier comme animateur à nouveau, et c'est tout un vent de fraîcheur sur le paysage médiatique qui souffle grâce à cette nouvelle chaîne. Vous pouvez soutenir Jean-Luc à travers ses croisades parce qu'elles sont nombreuses, mais surtout l'entendre dimanche matin. Il faut se lever tôt, mais ça vaut la peine, à Décide-moi les dimanches. Et vous pouvez suivre les cours de Jean Lévesque et Yann Roche à l'UQAM. Ce sont des cours stimulants. Je les entends fréquemment en conférence. Ils interviennent dans mes cours et je peux vous garantir que ce sont des pédagogues hors pair. Par ailleurs, je vous signale que la photoconférence sur la jeunesse d'Iran, Iran, visage d'une jeunesse plurielle, se tiendra en ligne le 14 avril et que la conférence organisée par l'Observatoire de géopolitique sur la gestion frontalière en temps de pandémie, tendances globales et réalités locales, se tiendra le 21 avril. Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la chaire Raoul Dandurand, www.dandurand.uqam.ca. Messieurs, merci infiniment, c'était passionnant. On savait que ça nous prendrait beaucoup plus de temps que ce qu'on avait là, donc on remet ça très bientôt, probablement à la veille des Jeux olympiques d'hiver.